Cyril, bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est le moment, Cyril, où on va voir des choses sur l'écran qui se passent vraiment au-dessus de nos têtes ou pas? Bah j'espère, sinon c'est que j'ai foiré quelque chose. Trop Mais déjà bien. il y a un truc qu'on va essayer. Hop, est-ce qu'on peut essayer de mettre mon téléphone en USB type C? Oui. Parce que je savais même pas que Apple Oui. était aussi passé en USB type C. Donc Parfait. on va pouvoir tester. Hop. T'as pas de truc craignos sur ton fond d'écran? Si plein, mais c'est bon, je suis hors ligne. Rien ne devrait s'afficher. Parfait. Alors j'ai pas mis une image de ce qu'on est en train de voir en direct, parce que ça serait un peu spoilé et c'est un peu la fin. Donc, Je dis m'y connecter. alors, mon mot de passe extrêmement secret. C'est ton doigt, quoi. Samsung DexO, bordel. Alors, continuez, je suis d'accord avec le contrat. Vous voyez un truc ou pas? Ça va venir. Ah. Oh là là, si je commence à Wow. découvrir le système au moment de la présentation, c'est vraiment pratique. C'est quoi le dossier porno? Non, c'est pas grave. Vous avez accès à quelque chose là-bas? Bon, je commence, et si vous arrivez à afficher ça, c'est bien. Ok, Tu vas, ça roule. je suis sûr que tu vas réussir, super. Ouais. Merci. Donc, je suis mort de froid, vraiment. Je viens de Montpellier ce matin et je suis parti en t-shirt. La vie est belle, etc. J'ai même mis un short, je suis le seul con en short, j'ai l'impression. Si je commence à convulser par terre, n'hésitez pas à me lancer une combinaison du spatial ou quoi, parce que vraiment, ça va être dur. Je sais pas comment tu as tenu au pôle Nord pendant plusieurs jours. Donc, le froid fait partie de l'astronomie, de l'activité. La patience Ouais. et le froid. Faut le oui, supporter mais ce que les tu deux. vas découvrir avec moi dans quelques minutes, c'est que je suis fan d'astro, je suis extrêmement flemmard et j'aime bien le confort. Donc, Ça explique pas mal de choses sur Ouais. ton produit. j'en avais marre de me les peler dehors, donc j'ai fait un truc où je peux être aussi au chaud dedans de temps en temps. Donc Cyril Dupuis, comme vous l'avez compris, merci beaucoup à Maxime et à toute l'équipe de m'avoir invité ce soir, et j'espère qu'on va tous pouvoir observer ensemble avec Stellina. Et avant de vous parler de Stellina, je vais essayer déjà de vous expliquer qu'est-ce que sont les instruments astronomiques, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le sujet. Vous expliquer toutes les frustrations que j'ai eues avec ça, parce qu'en gros, ça fait 15 ans que j'aime l'astronomie, j'ai 30 ans, donc j'ai commencé à 15 ans. Et l'idée, ce Stellina-là, ça vient vraiment en très grande partie de la flemme et de tous les problèmes qu'on rencontre en permanence quand on fait de l'astronomie amateur. Finalement, le froid, c'en est qu'une de très nombreuses. Donc, je vais commencer déjà par les instruments en tant que tels. Donc, les instruments astronomiques, on connaît la lunette de Galilée, 1609 et quelques. Après, il y a eu le télescope de type Newton, donc à miroir. Donc déjà, ça a défini les deux grandes classes d'instruments astronomiques. Les premiers qui étaient avec des lentilles, et après les autres qui sont arrivés avec des miroirs. Donc ça s'est développé pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Finalement, ça n'a pas tant évolué que ça au niveau de l'optique en tant que tel. Et on voit, c'est toujours pareil, il y a toujours une lentille devant sur celui-là. Là-bas, il y a d'autres instruments, c'est toujours des miroirs. Donc ça n'a pas énormément changé. Quelle a été la plus grande façon d'améliorer la qualité? Ça a été d'augmenter le diamètre. Donc les tout premiers instruments faisaient, je crois que c'était 4 cm, quelque chose comme ça, pour la première lunette de Galilée. Et les premiers instruments à miroir, ils devaient faire 6, 7, 8 cm maximum. Donc c'est tout petit. Donc quelle était la variable qui permettait d'améliorer la qualité de ce qu'on observait? C'était la taille de l'objectif principal. Tout simplement parce que plus c'est grand, plus on va collecter de lumière et donc plus on va avoir de détails. Donc on a augmenté la taille. Pour les lentilles, ça a été jusqu'à à peu près 1 mètre. Et pour les télescopes à miroir, ça fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Là, on est en train de les rendre de plus en plus grands, tout simplement pour capter de plus en plus de lumière. Alors déjà, pourquoi les lentilles ont disparu? On pourrait se poser la question. Là, on voit qu'il y a un système à lentilles, mais sur les gros instruments professionnels, il n'y a plus de lentilles. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on perd en qualité, parce que quand on a une lentille qui est très grande, typiquement 1 mètre, vous imaginez une lentille de 1 mètre, quand même assez énorme, elle va être super épaisse. Donc on va avoir le souci qui est que au centre de la lentille, vous n'atteindrez jamais la température que vous avez à l'extérieur. Et c'est vachement important en astronomie, parce que si vous voulez avoir une bonne image qui est bien nette, qui n'est pas remplie de turbulences, il faut que la lentille, ou en tout cas l'objectif, soit à la même température que l'air extérieur. C'est pour ça que Stellina, on l'a sorti il y a peut-être 4 heures, 5 heures, le temps qu'il se mette bien en température. Donc quand vous avez une lentille qui fait 30-40 cm d'épaisseur, forcément elle n'atteint jamais la bonne température, donc ça ne marchait pas. L'autre élément, c'était le fait que la lumière traverse la lentille, alors que forcément sur un miroir, comme vous l'avez compris, elle se réfléchit, et vu qu'elle traverse le verre, il y a plein de défauts qui apparaissent. Donc sur les grandes lentilles, pour les observateurs professionnels, ça a fini par disparaître parce que c'était très cher et pas forcément très performant dans des grandes tailles. Raison pour laquelle maintenant il n'y a plus que des très grands miroirs. Donc pour les astronomes amateurs, parce qu'on va surtout parler d'astronomes amateurs, de gens comme vous et moi, qui sont curieux de ce qui se passe au-dessus de notre tête, on a commencé à agrandir les instruments, comme pour les professionnels. En gros, quand j'ai commencé l'astro il y a 15 ans, si tu pouvais te payer un télescope de 15 cm, 20 cm,
Donc c'était déjà un bon truc. Maintenant, grâce aux Chinois, pour le même prix, tu peux avoir un 300 mm, un 400 mm, donc tu peux commencer à avoir vraiment des instruments de grande taille, et toujours dans la même optique, qui est de pouvoir capter plus de lumière pour que notre œil puisse la voir. Tout simplement parce que notre œil, lui, on ne peut pas l'améliorer. Il y a quelque chose qui capte la lumière, quelque chose qui va tout simplement l'analyser, et en l'occurrence notre œil. Donc, ne pouvons pas changer l'œil, on améliore les optiques, etc., on est content. Bon, la limite, c'est quoi? La limite, en gros, c'est de pouvoir le transporter. Moi, je l'ai fait pendant des dizaines d'années, j'en avais marre de me travailler mon gros truc, parce qu'en général, tu fais 3 caisses qui font 20 kg chacune, avec tes contrepoids, ton optique et compagnie, tout ce qu'il faut. Donc, en gros, la taille max, c'est la taille qu'un être humain peut transporter lui-même. Une fois qu'on a atteint ça, et c'est là où on en est à peu près aujourd'hui, eh ben, on a atteint une sorte de palier. Tu as le maximum de taille que tu peux, ton œil, ben, tu peux pas faire grand-chose, tu peux t'amuser à le charcuter, mais il y a peu de chances que ça marche. Donc, tu as atteint un certain niveau. Le souci, en parallèle de ça, c'est cette pollution lumineuse là qu'on a tous super bien créée ce soir, en tout cas tous les lampadaires qui sont là, qui vont avoir un impact assez négatif dans la mesure où ils vont complètement cacher la lumière des étoiles. On peut baisser les lumières. Ouais, petite ambiance tamisée s'il y a moyen. C'est bien style, quoi. Netflix, maintenant, se mettre un truc, ça va être fou. Yes. C'est agréable. Merci beaucoup. Ça coûtait très cher de pouvoir faire ça. On vient de faire un geste pour la planète, et en termes d'énergie et en termes de pollution lumineuse. Donc cette pollution lumineuse qui augmente, on ralentit absolument pas là-dessus, hein. On pollue de plus en plus, et même les LED, c'est une catastrophe. On parle de lampadaires à LED et compagnie, ça c'est super, on parle de vie intelligente, on va mettre des LED partout, etc. Ça peut paraître super, mais c'est une catastrophe absolue, parce que ces lampes-là, j'essaie de pas faire de digression, mais ces lampes-là, en gros, ça émet dans quelques longueurs d'onde. Les panneaux à LED, ça émet dans beaucoup plus de longueurs d'onde. Donc toutes ces lumières-là, Stellina, il peut les filtrer à peu près, pas toutes, mais une bonne partie. Les lampes à LED, c'est foutu, quoi. Le jour où la Terre sera remplie de panneaux LED, on ne pourra absolument plus observer depuis la planète Terre. On a encore un petit peu de temps, j'espère. Et donc, cette pollution lumineuse qui augmente fait que finalement, pour les observateurs tels que vous et moi, c'est assez frustrant et même assez décevant souvent, parce qu'on va observer, bon, soit c'est en ville, il y a tellement de pollution lumineuse, on ne voit rien, soit on s'écarte, on va à la campagne, etc., et on observe dans le gros instrument qu'on a galéré à transporter soi-même. Mais on est jusqu'à Saint-Saturnin-sur-Loire, par exemple. Exactement. C'est quand même très très loin. Ouais, mais merci d'avoir dit le nom, parce que je n'ai pas réussi à le dire en entier. Mais on a de toute façon cette limitation avec l'œil, qui est que déjà la nuit, on voit en noir et blanc. On dit la nuit, tous les chats sont gris. C'est parce que c'est les bâtonnets qui vont capter la lumière, et les bâtonnets ne voient qu'en noir et blanc. Alors que la journée, ça va être les cônes. Les cônes, on voit très bien les couleurs. Ils sont très doués pour voir plein de détails, mais ça va être vraiment en bonne condition de luminosité. Alors que les bâtonnets, c'est la nuit, quand on voit rien, comme ce soir, et on va voir quelques petits détails, et on va juste deviner des nuances de couleurs. Donc ça, en astronomie, c'était un peu une limite, et quelque chose qui était assez décevant pour moi, c'est bon, ce que je vois, c'est en noir et blanc, donc j'ai roulé 1 heure avec un truc de 30 kg pour voir quelque chose en noir et blanc. Il y a plein de gens à qui ça va très bien, moi ça me désespère un petit peu. Et coup de chance, en même temps que cette pollution lumineuse qui est arrivée de plus en plus dans les villes, eh ben, sont arrivés les capteurs. Donc on a créé des choses qui émettent de la lumière, et en parallèle on a créé des choses qui sont capables de la détecter. Et ces capteurs-là, eh ben, ça doit faire combien de temps? Au moins 50 ans que les observateurs professionnels s'en servent. Alors avec de l'argentique au début, des bonnes vieilles plaques photo, et maintenant avec du numérique depuis quelques dizaines d'années. Et le gros avantage de ça, c'est qu'on peut voir en couleur, on peut voir des détails, et surtout on peut empiler la donnée. Et ça on y reviendra parce que c'est vraiment le fonctionnement clé avec Stellina, c'est l'empilement de la donnée, ce que notre œil ne peut pas faire. Et heureusement pour nous, sinon on serait complètement taré. C'est quand vous regardez une lumière, vous tournez la tête, vous voyez à peu près plus la lumière que vous venez de voir. À peu près. Et le fonctionnement Stellina, c'est vraiment ça. Ça va être d'empiler la donnée au fur et à mesure. Du coup, moi, astronome amateur, à quoi j'ai quel âge à ce moment-là, genre 23 ans, je me suis dit, il n'y a rien qui existe qui fait que les capteurs qui sont absolument géniaux, ultra sensibles, etc., mais super galères à utiliser, c'est compliqué un capteur, et il faut du logiciel, du traitement d'image et compagnie. Donc la techno est géniale, mais inaccessible pour un mec comme vous et moi. Et d'un autre côté, l'observation à l'œil nu, elle est souvent un petit peu décevante, il faut du gros matériel, parce que notre œil étant peu sensible, il faut forcément des trucs absolument gigantesques. Donc avec ma petite Twingo, c'était pas très pratique. Et c'est à peu près vers le même moment que DJI, Parrot et compagnie ont commencé à sortir des drones. Et ça a été un truc de fou pour moi. Alors j'ai jamais acheté de drone de ma vie, que dès que j'ai eu 2-3 trucs qui volaient, je les ai cassés au bout d'un quart d'heure, je pense. Donc moi aussi. Ouais, on est d'accord. C'est pas fait pour survivre, ce machin. Et donc j'ai vu les drones et je me suis dit c'est quand même un truc de dingue qu'on arrive à inventer un truc qui vole, qu'on peut utiliser depuis son smartphone, un iPhone, n'importe,
qu'on peut le contrôler à distance et voir en direct l'image qu'il fait, avec une qualité, etc., tout qui était nickel. Et je me suis dit, nous, en astronomie, on a toujours le bon vieux télescope avec l'optique. Donc c'est souvent des soins visuels, pas pour tout le monde encore une fois, mais pour beaucoup de monde. Ou si je veux faire de la photo, il faut que j'y passe 3 mois. Mon matos, il va peser 40 kg. Il va me falloir 1 heure pour l'installer. Il va me falloir 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures pour traiter mes images. Donc il manquait ce lien entre les deux. Et c'est vraiment la raison d'être de Stellina. C'était de faire la simplicité qu'on pouvait avoir dans le visuel, où certes l'instrument est grand, mais on le pose et on peut observer. Comme vous avez pu voir les autres instruments qui sont là-bas, en moyenne, il fallait peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour les installer, si je ne dis pas de bêtises, donc ça va, c'était acceptable. Mais tout en bénéficiant de la qualité qu'on peut avoir et de la simplicité de l'expérience qu'on peut avoir avec des capteurs. Donc c'est vraiment parti de là. Et en l'occurrence, dans Stellina, que je vais vous présenter maintenant, on a à peu près tout, même tout, ce qu'il faut pour observer les étoiles avec un capteur qui est embarqué. Et on s'est vraiment inspiré du milieu professionnel, du genre rien que le système optique. Je pense que dans le milieu amateur, ça n'existe pas du tout. C'est, attention, c'est le deuxième mot compliqué à cocher, réfractoréflecteur à foyer Nasmyth. On dirait pas, hein? Ouais, c'est comme ça. Hop. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut, on a une lentille, juste là. On peut voir, coucou. À l'intérieur, on va avoir un miroir qui est à 45 degrés par là. Hop, qui est à 45 degrés par là. Et à l'intérieur, ici, on va avoir le capteur. Donc c'est un système optique assez particulier qui fait que c'est assez transportable. Et c'est, on va dire, l'idée de base au niveau technique. Quand j'écoutais absolument rien en cours et que je dessinais des trucs, c'était cette idée-là, ce schéma optique-là. Et autour, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un moteur qui est ici, un autre moteur qui est là, un autre moteur ici qui va faire la mise au point automatiquement, un ordinateur embarqué qui va faire l'acquisition d'images, le traitement d'images et tout ce qu'il faut pour faire sauter toute la partie compliquée. Parce que cette partie compliquée, elle n'est pas forcément super excitante pour beaucoup de monde. Genre faire une mise en station, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de faire le samedi soir à 22 h quand il fait froid. Faire une mise au point, souvent c'est long, c'est pas forcément évident. Alors il y a plein de gens qui adorent. Moi j'ai adoré pendant quelques années, jusqu'à ce que ça finisse par me saouler un petit peu. Mais c'est vrai qu'au début ça peut être sympa, mais voilà, au bout d'un moment on a envie d'avoir des choses un peu plus simples. Et donc avec Stellina, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la photographie et observer d'une façon différente. C'est pour ça qu'on dit jamais que Stellina c'est un télescope. Alors tout le monde dit ça m'énerve, tout le monde dit « Ah, c'est le télescope d'Amixem » à chaque fois que je croise quelqu'un avec Stellina. Le pire c'est que je l'ai présenté comme ça tout à l'heure, je suis horrible. Ouais. Je me déteste. Bon, pas grave, je fais une thérapie pour ça. J'ai aussi dit que c'était une cafetière. cafetière, donc de toute façon, c'était mort. C'est bon, de toute façon, plus personne ne comprend ce que c'est. Donc Stellina, on le présente comme une observation station, donc une station d'observation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien qui existe qui ressemble finalement. Un télescope, on observe avec un oculaire. En général, on observe dans l'oculaire. Alors l'oculaire, il y a le côté un peu sexy de « ouais, je mets l'œil dans l'oculaire », ce que je comprends tout à fait. Il y a le côté moins sexy de « je dois fermer un œil, je dois être dans une position qui est quand même assez étrange, je dois tenir cette position assez étrange pendant longtemps, je ne dois pas bouger, je ne dois pas cligner l'œil, je suis tout seul à observer, je ne peux pas partager avec d'autres personnes, et je vois en noir et blanc et compagnie, je ne vous refais pas l'explication. » Donc, il y a cet aspect, effectivement, observé à l'oculaire, machin, du télescope classique qu'il n'y a pas sur Stellina. C'est pas vraiment un appareil photo non plus, parce qu'un appareil photo qui bouge dans tous les sens, ça n'existe pas vraiment. C'est pas vraiment un astrographe, troisième mot un peu compliqué. Un astrographe, c'est un instrument qui est fait pour faire de la photographie directement. Sauf que nous, il y a tout l'aspect de traitement d'image, intelligence embarquée, compagnie, qu'il n'y a pas sur un astrographe. Donc on a trippé sur ce nom-là. N'hésitez pas à nous donner votre avis après, s'il y en a qui trouvent ça vraiment pourri ou vraiment génial. Mais pour l'instant, ça serait station d'observation. Ce qui est moins mis en français, mais on partirait sur quelque chose comme ça. Et le but, c'est vraiment pas de vous dire que c'est un télescope, parce que finalement, ce n'est pas vraiment, dans la mesure où il y a tout ce que je vous ai expliqué avant qui est intégré. Donc le fonctionnement, il est très simple. C'était pas du tout ça qui devait s'afficher. Ah, clairement pas. Justement, je voulais t'en parler. Ah d'accord, j'ai son iPad. J'ai si peu réussi à faire fonctionner ton téléphone. Ça a affiché un espèce de truc Windows, là, j'ai pas compris. C'est pas grave, c'est ça. Je te propose ma tablette reliée à ta petite merveille. Alors, fais-toi plaisir. Ça, je déteste les fils, c'est pas pour rien, c'est toujours d'une galère. Hop, alors voilà, là, nickel, c'est bon, vous voyez toujours, super. Donc, Stellina, le fonctionnement, c'est qu'il va y mettre sa propre Wi-Fi. Merci de ne pas allumer votre Wi-Fi, de ne pas vous y connecter d'ailleurs, parce que s'il y a 100 000 personnes qui se connectent en Wi-Fi sur Stellina en même temps, on va entendre un truc exploser quelque part. Le principe est simple, vous vous connectez à Stellina en Wi-Fi. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez choisir l'objet que vous voulez. Alors, soit vous y pigez rien en astronomie, ou tout simplement vous n'avez pas envie de vous embêter,
Et là, on va se servir des astres recommandés. Pourquoi? Parce que grâce au GPS de votre smartphone, on peut savoir où vous êtes sur Terre. Stellina sait lui-même où il est. Donc déjà, il va pouvoir s'initialiser. Pendant que vous, on va vous proposer un catalogue d'objets qui correspond à votre position sur Terre. Typiquement, ce soir, on va voir une étoile en train d'exploser, M27, qui doit déjà être morte depuis longtemps maintenant. On va avoir un rémanent de supernova, donc ça c'est une étoile qui a explosé, une étoile très massive qui a explosé et dont on voit les restes de gaz dans le ciel. Il y a des amas, et voilà, il y a énormément de choses à observer. Et donc ça, voilà, soit vous y connaissez rien, vous cliquez sur l'objet, il va se déplacer automatiquement et vous allez avoir des informations sur l'objet. C'est bon? Super. Donc je vais vous montrer le catalogue en 2 secondes. Hop, donc le catalogue ici, donc là voilà. On n'y connaît rien, qu'importe, c'est pas grave. Là, on peut voir tous les objets qu'on va pouvoir observer ce soir. Donc des galaxies, des nébuleuses, une galaxie spirale, voilà, tout un tas de choses. Soit on fait par catégorie, disons nébuleuse par exemple. Là, c'est tous les objets qu'on va pouvoir observer. Donc quand il y a le petit truc vert, c'est que c'est visible. Après, on va aller dans la zone des trucs orange, ça c'est pas visible, sauf si on peut enlever le sol. Et le truc rouge... Dites-vous bien, quand j'ai vu ça, vraiment juste, on est d'accord, c'est un Pokédex. Non mais c'est conçu comme ça. Tu peux aller sur NGC 7023 et au partir du moment où tu l'as observé et que tu as fait ta propre photo, tu l'as dans ton Pokédex et le but c'est de le remplir. Et c'est tellement bien fait parce que tu sais ce qu'il y a actuellement là-haut. Enfin, moi ça me tue. Hein. C'est gentil, merci. Je suis payé. C'est pas faux. Donc en gros, voilà les astres qu'on peut observer, etc. Et donc même si on n'y connaît rien, c'est pas très grave. Pour autant, on veut pas que les gens soient abrutis. Et ça, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais en gros, je vais sur Google Images, c'est la même chose. » Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit ça. Ma réponse, c'est toujours la même chose. C'est que sur Google Images, vous voyez une image qui a été prise dans un certain contexte, sans forcément d'explication, etc. Donc c'est joli. La plupart des gens kiffent voir une image d'astronomie parce que ouais, tu vois une galaxie, etc. C'est joli. Avec Stellina, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Déjà, ce qu'on peut voir, on le voit en direct. Donc là, les images que je vais vous montrer, ça sera une image prise en direct. Donc c'est la lumière des étoiles qui vient d'arriver à l'intérieur, qui a traversé, pour expliquer le concept, la lumière la traverse la petite lentille qui est là. Hop, après, elle s'est rebondie sur le miroir, elle arrive sur le capteur. Sauf que pas tout de suite, parce qu'il y a un filtre anti-pollution lumineuse vachement important, évidemment, parce que la plupart des gens habitent en ville. Et ça va sur le capteur, après c'est traité, etc. Et par-dessus ça, on rajoute tout un aspect pédagogique, et ça c'est super important. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 1h30 à faire votre mise en station, et faire votre mise au point, et mettre votre résistance chauffante, et régler votre chercheur, et je vous passe tous les détails, et bien vous allez avoir quelqu'un, ou juste l'application, ou une voix, qu'importe, qui va vous expliquer ce que vous êtes en train d'observer. Et ça c'est super important pour nous, et c'est ma vision en tant qu'astronome amateur. Souvent je me frite avec d'autres astronomes amateurs qui me disent « Mais non, mais du coup il n'y a plus rien à faire », mais je leur dis au contraire. C'est maintenant, pour moi, et c'est un peu provoquant pour certains astrams, mais maintenant pour moi l'astronomie amateur commence. Avant c'était du bricolage d'astronomie, moi j'adore ça, hein, je critiquerai pas, hein, j'adore régler mon capteur, c'est cool. Mais avant on passait du temps à faire voilà, de l'installation de setup astro. Et grâce à Stellina, l'objectif c'est vraiment de passer de cette étape-là, qui est assez pénible pour tout un tas de personnes, à l'étape, j'ai un instrument qui est prêt à faire des trucs super cool, qu'est-ce que j'en fais? Ça peut être simplement une photo, ça peut être des mosaïques. Vous prenez une photo du champ d'à côté, etc. Et vous faites une carte du ciel de plus en plus grande. Donc vous pouvez faire une carte du ciel 360 degrés avec Stellina, ça vous prendra des mois, mais vous pouvez vous faire un truc gigantesque. Vous pouvez faire des trucs assez intéressants du genre reconstituer des astéroïdes en 3D. Pas tout seul, là c'est l'aspect communauté qui est important. S'il y a une personne qui est à Portland, une autre qui est à, je sais pas, en Floride, je dois me foirer un peu. Bon, on imagine que ça fait un trait. Portland, Floride, Espagne et, je sais pas, à Dubaï. Et ben, si ces personnes-là sont sur une même ligne d'éclipse, c'est-à-dire une astéroïde qui passe devant une étoile, et ben, en fonction de la position sur Terre, on va voir un différent moment de l'astéroïde qui passe devant l'étoile. Et si plusieurs personnes observent, on va pouvoir remodéliser cet astéroïde en 3D. Ça, c'est un truc qui était possible, ça a toujours été possible. Mais c'était complètement galère parce qu'il fallait qu'il y ait Georges avec son instrument qu'il a fabriqué lui-même à Portland, il fallait qu'il y ait Thierry en Floride, et il fallait qu'il y ait les autres, etc. Tout le monde qui a son propre matériel, qui galère, qui n'est pas le même, etc. L'idée avec Stellina, donc il y en a un peu plus d'une centaine dans le monde aujourd'hui, c'est que tous ils ont les mêmes paramètres, tous ils sont connectés entre eux, donc vous pouvez prendre des données, toutes les cumuler ensemble et faire des trucs de fou. Ça peut être ça peut être faire du suivi d'exoplanètes. Est-ce qu'on va en découvrir avec Stellina? Je prétendrai pas ça, c'est pas forcément vrai. Par contre, on peut faire du suivi d'étoiles variables, on peut faire énormément de choses. Et même si on n'y connaît rien en astronomie, la promesse chez nous, c'est que
vous allez pouvoir participer à la science en faisant du suivi d'étoiles variables, etc., très simplement depuis chez vous. Et c'est donc pour moi ça de la vraie astronomie. Alors, dans les informations, vous voyez ce qui est écrit ou pas? Ouais, pas sûr. Je vais pas passer un quart d'heure à tout vous lire, mais en gros, vous avez des infos du genre la désignation, donc nébuleuse du balai de la sorcière, joli petit nom, nébuleuse diffuse, voilà. Et donc on va avoir des informations sur l'objet, sa distance, donc 1470 années-lumière, la taille que ça fait, 100 années-lumière en taille, c'est absolument gigantesque. Et donc toutes ces informations-là qui vont vous permettre de comprendre ce que vous observez. Donc là, ce soir, on en a amené deux. Il y en a un, celui-là, c'est un fake. Non, c'est pas un fake, c'est une maquette qui a été un petit peu utilisée, mais pas énormément. Mais on en a un sur le toit, il y en a un là-bas, à gauche. Alors, je sais pas si tu as vu l'image déjà. Je l'ai vu. On m'a donné l'iPad, l'image était dessus, j'ai fait pardon. Et voilà, j'ai fait très attention de te donner l'iPad sans spoiler, mais c'est très généreux. Je ne dis rien, je ne dis rien. Tu as dû remarquer peut-être un truc qui est bizarre, et c'est pas pour rien, parce qu'il y avait des lumières bleues tout à l'heure. Donc la première image que j'ai vue, je me suis dit, ah, il y a un truc de bizarre, on n'avait jamais eu du bleu dans cette image-là. Donc Stellina, là on est connecté, l'iPad est connecté en Wi-Fi à Stellina qui est sur le toit, qui par ce petit câble, l'image s'en va au vidéoprojecteur qui renvoie l'image ici. Donc on n'a pas fait le truc le plus simple, mais ça marche à peu près. Et donc là, Stellina, depuis à peu près 25 minutes, maintenant 20-25 minutes, il est sur la nébuleuse de l'Aigle et il est en train de la suivre, il est en train d'en faire des photos. Et attends, qu'est-ce que c'est une nébuleuse avant toute chose? Moi, je veux savoir. Très bonne question. Alors, il y a plein de types de nébuleuses différentes. Hop, 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 hop. Je vais aller... Ah d'accord, il est bien ce clavier. Hop, voilà, super. Donc, une nébuleuse. Il y a plein de types de nébuleuses. Une nébuleuse, ça peut être un reste d'étoiles qui a pété. Par exemple, les nébuleuses planétaires. Ça peut être tout simplement une zone de création d'étoiles. Et souvent, les nébuleuses sont rouges. Pourquoi rouges? Parce que rouge, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément de base qu'on va avoir dans l'univers. Et toutes les étoiles naissent dans des pouponnières d'étoiles. Et ce qu'on va avoir, c'est cet hydrogène-là. Si quelque chose vient le perturber, donc tu as ton petit nuage, tranquille, chaque petit atome d'hydrogène qui fait sa petite vie. Et si tu as une supernova pas loin, n'importe quoi, une explosion, quoi qu'il se passe, tu vas venir secouer ces petits atomes d'hydrogène. Et au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est que par gravité, ils se rapprochent les uns des autres jusqu'à arriver à tous les phénomènes de fusion nucléaire, etc. Donc tous les atomes qui arrivent, et celui qui est au milieu, c'est comme un œuf, vous lui mettez 150 000 œufs autour de lui, il finit par péter. Là, c'est la même logique. Et donc il y a un autre atome qui vient prendre sa place, il pète aussi, et ainsi de suite, et tout finit par péter. Donc là, tu as une proto-étoile, et s'il y a assez de gaz autour, ça va devenir une vraie étoile. Ce qui a été notre cas. Donc tu as cette étoile-là, et après tu as le disque protoplanétaire, donc tout un tas de saletés qui tournent autour de l'étoile. Et quand c'est assez proche, ça va être plutôt des atomes lourds. Donc ça va faire des planètes telluriques, donc en l'occurrence rocheuses, exactement. Donc les 4 premières planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et après on va avoir des atomes un peu plus légers qui vont former des planètes gazeuses, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Après évidemment il y a plein d'autres choses, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément le sujet. Mais donc là ce qu'on observe depuis tout à l'heure, c'est une nébuleuse assez grande, belle définition, dans la constellation du Serpent. C'est l'une des nébuleuses les plus connues du ciel nocturne, surtout depuis que le télescope spatial Hubble a photographié ces piliers de la création en 1995. Donc on va essayer de regarder ces piliers de la création dans quelques secondes. Et c'est donc un endroit où naissent des étoiles, qui sont assez dingues au niveau des détails, je vous expliquerai dans 2 secondes. Donc l'image, on peut éteindre, carrément, sauf l'écran. Ce serait dommage. Et les micros. Bon, il n'y a plus que la lune, mais celle-là, elle va être compliquée à éteindre. Hop, et donc, si on va dans les images, on a ça qui est en direct. Donc, on peut voir combien de temps? 27 minutes 40, 166, voilà. Donc, on voit une grosse tache bleue à droite, qui est tout simplement le spot qui était allumé tout à l'heure, qui va disparaître au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez voir 166, ça va même passer à 167, et c'est les images qu'il empile au fur et à mesure. Donc là, même si on rallume toutes les lumières à fond, pas la peine de le faire, même si on rallume toutes les lumières à fond, eh ben, il va y avoir quelques images qui ne vont pas être bonnes. C'est-à-dire, il va dire non, celle-là elle est pas belle, celle-là elle est pas belle, je la prends pas, je la prends pas. Et si on rééteint, il va dire ah, bah c'est bon, j'ai à nouveau des bonnes images, et il va continuer à les empiler. Donc toute cette notion d'empilement, c'est là, j'en parlais tout à l'heure, l'empilement des données, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une belle image. Je pense pas que je vais réussir à remettre la première, mais je vous montrerai tout à l'heure. Non, ça marche pas du tout. En gros, ici, on peut revoir les anciennes images. En général, c'est assez cool de le faire. Je vous montrerai tout à l'heure. Ah, c'était fugace. Et donc, au début, il n'y a rien. Il faut vraiment réaliser qu'il y a 3 photons qui se battent en duel.
on voit un truc informe au milieu, et c'est vraiment d'empiler tous ces photons les uns sur les autres qui fait que le signal apparaît. Et c'est là que c'est cool et qu'on se rend compte que notre œil il est assez nul, c'est que notre œil il empile rien du tout, il va juste voir les 3 photons, puis il les supprime, puis il reprend 3 photons, puis il les supprime. Je caricature, mais dans l'idée c'est un peu ça. Alors que Stellina, ce qu'il va faire, c'est que, intelligent comme il va prendre toutes ces images et il va les empiler les unes sur les autres. Alors, évidemment, là, en termes de résolution, on pourrait faire encore beaucoup mieux, parce que de toute façon, il suffit de voir Nébuleuse de l'Aigle, comment c'est écrit, pour voir qu'on perd un petit peu en résolution. Sur un écran aussi grand, c'est normal. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire plein de trucs cool, du genre des mosaïques et ce genre de choses qui font qu'on va avoir une image gigantesque qui va faire plusieurs centaines de millions de pixels et qu'on va pouvoir projeter dans sa chambre. Exemple d'utilisation. Vous êtes dans votre lit tranquille, petit vidéoprojecteur, et vous avez la Lune en 3 mètres de diamètre quand vous allez vous coucher le soir, ou la galaxie du triangle, ou je ne sais quoi, que vous pouvez voir super facilement. Encore une fois, sans être en mode galère de « Oh là là, est-ce que j'ai bien branché mon câble de machin ?» Vous le laissez dehors, s'il pleut, c'est pas grave. D'ailleurs, celui qui est sur le toit qu'on utilise, j'étais en Sardaigne avec il y a 2 semaines, et j'avais pas vu qu'il y avait l'arrosage la nuit. Quand je suis arrivé le matin, il y avait 2 cm de flotte au-dessus de la lentille, c'était un enfer, j'ai cru qu'il avait tué le truc. Donc il ne ressemble plus à rien, il y a des traces de calcaire absolument partout, mais il marche toujours. Et donc voilà, c'est un bon exemple de finir la galère d'observation. Vous le posez dehors, vous êtes tranquille, il va faire sa petite vie pendant toute la nuit, et vous allez avoir ces images-là. Et ces images-là, notre but, c'est que vous trouviez ça stylé, donc j'espère que vous trouvez ça beau. C'est incroyable, moi ça mérite des applaudissements, franchement, je sais pas. Non mais c'est pas incroyable, vraiment, je trouve ça. Bravo. Ben, ouais, on est d'accord, c'est assez joli. Et si vous trouvez ça joli, c'est où on a gagné. Parce que derrière, je vais pouvoir vous mettre plein de savoir là dans l'application mobile. Il y a tout l'aspect pédagogique et je vais pouvoir tout vous faire rentrer dans le crâne de là, ça, merde. Ouais, c'est con ça. Là, ça rentre plus dans le crâne. Là. Je sais rien dire. Bon. En vrai, pendant que tu te reconnectes, ouais. je voudrais juste ajouter un petit truc. C'est que souvent, les gens, quand ils achètent un petit télescope ou pour leur famille, etc., ils se disent souvent on va avoir des images de dingue, genre Hubble, etc. Ce qu'ils ont l'habitude de voir sur Internet, en fait. Et ils sont souvent en fait, déçus du résultat de ce qu'ils peuvent avoir dans des lunettes ou des télescopes classiques. Donc il faut vous dire vraiment, et je sais que là je le mime, donc c'est pas vraiment très parlant, mais il faut vous dire que ce genre d'image-là, avoir ça, on va dire, sans être un expert, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment des images très compliquées à obtenir. Pour l'astrophoto, normalement, c'est extrêmement compliqué de se former à ça. C'est pas impossible, mais ça demande du bon matos et ça demande de la patience. Ça demande de la patience déjà sur place pour prendre les photos, mais surtout de formation et vraiment du bon matos astro. Et vraiment avoir une image comme ça, c'est absolument exceptionnel. On dirait pas comme ça parce que vous avez l'habitude de voir, notamment sur YouTube et autres, on vous balance des images absolument géniales, mais vraiment, si vous allez dans un club astro, ne vous attendez pas à avoir des images Hubble. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Notamment parce qu'effectivement, en général, on voit en noir et blanc quand on observe dans un télescope classique, où on va avoir des images déjà traitées, mais à ce moment-là, il n'y a pas cette notion d'évolution de l'image. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure. N'hésitez pas à passer sur les 2 Stellina qui tournent pour vraiment voir l'explosion, cette sensation d'explosion de signal, donc tous ces photons qui viennent et qui fait que l'image explose de plus en plus. Donc là, il y avait combien de temps ? 24 minutes, je crois, un truc comme ça, de temps de cumul. Ah, j'ai pas vu. 27 minutes, merci. Donc 27 minutes, sachant qu'il y a des pauses de 10 secondes, s'il y en a qui veulent s'amuser à faire 270, 300 images. Oui. Ouais. Bon, si quelqu'un a une idée. Donc chaque pause unitaire est de 10 secondes, c'est-à-dire que lui, le petit capteur qui est là, c'est un capteur Sony à l'intérieur, très sensible, il va ouvrir ses puits d'une certaine manière. Vous imaginez, il pleut, il y a plein de puits. Et là, il y a 6,4 millions de puits. Donc ils vont s'ouvrir, la pluie tombe pendant 10 secondes, il se referme. Donc là, c'est vraiment le principe. Donc, ça fait des pauses unitaires d'une durée de 10 secondes et il va les empiler. Quand il juge que l'image est bonne, il l'empile avec celle d'avant, etc. Donc là, on en est à 24 minutes. Et le truc cool, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc vous allez laisser toute la nuit, ça va faire 6 heures. Imaginez là le résultat à 24 minutes, imaginez au bout de 6 heures. Il va y avoir du signal dans tous les sens, des petites nébulosités, des détails. On va commencer à avoir ce qu'on appelle des globules de Bock, donc des zones de création d'étoiles, des zones extrêmement sombres où des étoiles sont en train de naître. Ah, super, merci beaucoup. À 30 minutes, voilà, donc on voit que le temps de pause. Ah, c'est bon, touche plus. Donc là, on a gagné 3 minutes. 3 minutes, mais en vrai, ça durait peut-être genre 6-7 minutes. Donc ça, c'est le petit coup de vent. C'est le camion qui est en train de passer là-bas, qui fait des vibrations, qui fait qu'il y a une photo qui part à la poubelle, etc. Donc ça, il fait ce petit tri-là tout seul. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est que si vous trouvez ça beau, c'est gagné parce qu'on va pouvoir vous expliquer plein de trucs sur cet objet-là, et non pas sur comment on règle un contrepoids. Encore une fois, c'est super intéressant l'aspect
installer un instrument, etc. Mais là, c'est juste une approche qui est différente. Encore une fois, c'est absolument pas un jugement. Pour d'autres personnes qui observent avec un instrument classique, c'est juste pas la même façon de faire de l'astronomie. Donc le bleu, on l'oublie. Hein. Dans l'espace, il n'y a pas du tout le bleu, il y a juste un spot. Et ce que vous pouvez voir là, il faut se dire qu'il faudra un bras de 2 mètres plus haut. Il y a 3 trucs noirs là, au centre. Il y en a 2 sombres, des espèces de saucisses là, qui partent vers le bas. Et il y en a un petit peu au-dessus à droite qui est pas très lumineux, mais en gros c'est cette zone-là dont Hubble a fait une photo absolument sublime. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si vous prenez un pixel, bah, c'est parfait parce que les pixels... Vous voyez les pixels ou pas? Non, pas forcément. Bon, en gros, les pixels doivent faire quoi? 2 mm. Donc là, sur l'image, vous prenez un truc de 2-3 mm et ça va faire la taille de notre système solaire. Donc vous prenez le point le plus petit que vous pouvez trouver dans l'image et ça va faire la taille de notre système solaire. Donc c'est complètement dingue de voir ce truc-là parce que vous pouvez vous dire que c'est des centaines de fois un système solaire. Donc c'est juste un truc absolument gigantesque dans lequel naissent des milliers d'étoiles. Et ça, on va pouvoir vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc c'est vraiment la logique de Stellina et derrière un aspect communautaire. Parce que là, Cyril, il est content, il peut observer en direct. Mais il y a Jackie dans le sud-ouest de la France qui est en train d'observer en direct aussi. Et on peut fusionner nos images ensemble. Bon, en vrai, on ne peut pas encore le faire, mais dans une mise à jour à venir, on pourra le faire. Et donc, tu peux fusionner les images les uns avec les autres. Donc, pour vous donner une idée, en astronomie, les plus belles photos, tu vas avoir quoi? 10, 100, allez, 200, 300 heures de temps de pause cumulé. Il faut dire qu'avec Stellina, il peut y avoir 100 instruments qui pointent en direct un objet, qui cumulent des centaines, des milliers d'heures de pause. Et donc en quelques jours, on peut battre absolument tous les records de l'être humain sur une photo en termes de nombre de photons cumulés. Donc aujourd'hui, c'est la naissance, c'est le mini Big Bang dans le domaine de l'astronomie. Forcément, on prend un peu le melon parce que je trouve ça génial, mais c'est vraiment pour moi une nouvelle façon d'observer les étoiles et des milliers d'usages qui vont en découler. Je vous en ai donné 2-3, mais il y en a plein. Ça peut être un petit défi marrant. Tu parlais de l'ISS tout à l'heure. Avec Stellina, tu peux voir les panneaux solaires, donc tu vas deviner vraiment la structure de l'ISS. Et on peut dire, par exemple, aujourd'hui, on va faire un défi, réussir à suivre la Station Spatiale Internationale en faisant 24 heures ou tout le tour de la Terre pour l'ISS, donc 90 minutes, je crois. Et donc chaque Stellina sur Terre va prendre le relais et suivre un ISS, et l'ISS, et tout le monde va pouvoir l'observer en direct. Voilà. Donc il y a plein de petits challenges, de petits trucs comme ça à faire. Tu veux pas en offrir un aux platistes? Si tu en connais un particulièrement intéressant et qui envisage de changer de camp, pourquoi pas? Non, ça risque pas. Ah, ouais, dommage. Et donc voilà la vision de Stellina. Et il est plutôt orienté pour le ciel profond. Donc pour vous donner une idée de grossissement, souvent les gens nous disent ouais, mais c'est quoi le grossissement de ton truc? Parce que là on se dit ça grossit énormément, mais en fait pas du tout. Ça grossit très peu. C'est si vous regardez la Lune, Stellina, on peut en rentrer deux fois la Lune dans le champ. Donc en fait le champ de Stellina il est assez grand. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que notre œil, encore une fois, qui est un peu pourri, désolé pour l'œil de manière générale, que j'ai beaucoup taillé ce soir, mais c'est quand même vraiment à pourri. l'œil. Ouais, tout ce qui est yeux. L'œil de nuit particulièrement. L'œil de jour, ça va, c'est plutôt sympa, ça marche pas trop mal. Mais l'œil de nuit, c'est vraiment pas terrible. Mais en vrai, c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on voit Andromède là? Moi, je vois rien, mais il y a avec la lumière, etc. Mais il y en a d'autres qui doivent voir. Mais la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous, avec laquelle on va fusionner, ça va être un moment assez sympa, mais on sera tous morts. C'est mardi, je crois. Mardi 17h. Ah bon, on sera tous morts mardi. Ah merde. Donc cette galaxie-là, il faut se dire qu'elle fait 5 ou 6 fois, je ne sais plus, le diamètre, à l'œil nu, le diamètre apparent de la Lune. Et ça, vous pourriez le voir dans le ciel si on avait des yeux assez bons. Donc vous pourriez voir, normal, 5 fois la taille de la pleine Lune, c'est une galaxie avec laquelle on va fusionner. Mais ça, notre œil, il est assez mauvais, donc on ne peut pas le voir. Et tout l'intérêt de Stellina, c'est donc de révéler tous ces objets-là qui sont assez grands dans le ciel, mais que notre œil ne pourrait pas voir, même dans un instrument assez puissant, en tout cas on ne pourrait pas voir de couleurs, etc. Donc voilà la logique de Stellina, le principe. Après on va pouvoir observer ensemble, je pense, aller autour des instruments, etc. Et on va pouvoir observer des planètes. C'est pas le truc le plus dingue de l'histoire, parce que les planètes elles font genre 40 pixels. Fais gaffe, la scène s'arrête au bout d'un moment. Ouais, tout est sous contrôle. Okay. J'ai eu très peur en vrai. Ça aurait été drôle, t'aurais plu, je suis sûr. Ça aurait fait des vues, ouais, c'est sûr. Si tu insistes. Ouais, donc en gros, ça fait 40 pixels, une planète avec Stellina, donc c'est tout petit. Si on arrive à brancher pour voir d'autres images, je vous montrerai quelques images qu'on a prises au Chili, parce que depuis quelques mois, on a la chance d'avoir un dôme de 80 mètres carrés qui tous les soirs se lève. Et on a Stellina qu'on contrôle depuis la France, enfin depuis Montpellier, en direct au Chili. Donc on fait des images de fous furieux depuis quelques mois. Donc j'espère pouvoir vous en montrer tout à l'heure, ce sera avec grand plaisir.
Donc voilà pour la petite présentation de Stellina, voilà la philosophie qui va avec. Je suis sûr, je peux me planter comme n'importe qui, mais je suis sûr que c'est des instruments comme ça qui vont se développer dans le futur parce que pollution lumineuse, parce que les gens ont la flemme de se transporter un truc de 40 kilos, etc. Donc Stellina, il a encore une fois le côté révolutionnaire, le Big Bang, et derrière il y aura des milliers d'instruments qui vont sortir avec évidemment une petite longueur d'avance pour Stellina dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention et au plaisir d'observer avec vous dans quelques minutes. Merci beaucoup Cyril. Ce que je trouve génial avec Cyril, c'est que c'est un Steve Jobs français en fait, hein. Très cliché comme phrase, mais t'as commencé dans ton garage, on peut dire, c'est ça? T'as bricolé dans ton garage ton dessin dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, bah, tout à fait. Et maintenant tu fais des réunions avec des milliardaires pour convaincre que ça c'est le futur, et je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, et c'est la preuve. Je finis juste pour les. Est-ce qu'il y a des gens qui sont teubés dans leurs études? Parce que moi, je fais C'est des gens très idiots. Au bac, j'ai eu 4 en mathématiques. J'ai vraiment été très nul pendant mes études parce que je passais mon temps à dessiner des télescopes, des maisons, des trucs à la con comme ça. Mais au final, c'est la curiosité qui fait que ça a mené à ça aujourd'hui. Donc, effectivement, dans le garage. Vous auriez vu ses yeux quand il a vu le télescope dans la coupole tout à l'heure, il était. Enfin, c'est génial, c'est génial. C'est incroyable de diriger une boîte comme ça avec la passion que tu as de ça. Enfin, c'est vraiment ouf. Donc, merci beaucoup.